Je m'appelle Elena Serrano, j'ai 28 ans, et pendant 3 longues années, mes parents ont pris soin d'appeler chaque employeur auprès duquel je postulais, pour leur faire croire que j'avais un casier judiciaire. Je n'ai pourtant jamais été arrêté, je n'ai même jamais écopé de la moindre contravention, mais à 27 ans, je me suis retrouvé à vivre dans un foyer pour sans-abri. Je me lavais les cheveux dans les toilettes d'une station-service, et je ne mangeais qu'une seule fois par jour, tout simplement parce que personne, dans un rayon de 50 km, ne voulait m'embaucher. Mon père m'envoyait un message une fois par semaine, inlassablement le même, reviens à la maison, demande pardon, et j'arrêterai peut-être. Un mardi matin, une femme a frappé à la porte du foyer, et a prononcé 7 mots qui ont absolument tout changé, ta grand-mère m'a engagé pour te trouver. Mais avant de vous révéler ce que contenait cette mystérieuse mallette, laissez-moi vous ramener à Val del Roble, dans l'Ohio. C'était la semaine suivant mon 25e anniversaire. Le jour précis où j'ai décidé que j'avais fini de demander la permission pour avoir le droit de vivre. Val del Roble. 4000 habitants, une seule épicerie, un lycée, et une cafétéria qui sert exactement le même ragoût, depuis 1987. Nous autres, les Serrano, étions considérés comme des gens respectables. Mon père, Ernesto, travaillait comme directeur d'usine pour les industries de la vallée, depuis 19 ans. Ma mère, Martha, offrait de son temps comme bénévole à la banque alimentaire, à l'approche de chaque Noël. Sur le papier, nous étions cette famille idéale que les gens montraient du doigt, en disant « Voilà comment on doit élever une fille ». Mais derrière la porte d'entrée, les choses fonctionnaient selon de toutes autres règles. Je n'ai pas eu ma propre clé de maison, avant l'âge de 20 ans. Dès mes 14 ans, j'ai commencé à travailler comme serveuse, dans le relais routier du coin. Mes fiches de paie allaient directement, et sans exception, sur un compte joint entièrement contrôlé par ma mère. J'ai obtenu mon diplôme en étant la première de ma classe, mais les précieuses brochures pour les bourses universitaires sont restées désespérément fermées sur le comptoir de la cuisine. L'université, c'est pour ceux qui ne savent pas travailler de leurs mains. Alors, je suis resté. J'ai fait le ménage, j'ai cuisiné, et j'ai écouté mon père raconter chaque soir à quel point le monde partait à la dérive. Tu as un toit, de la nourriture, et une famille aimante. De quoi d'autre une fille de ton âge pourrait-elle avoir besoin? La semaine après mes 25 ans, quelque chose a soudainement basculé. Je récurais la même poêle en fonte, celle que je lavais inlassablement depuis mes 12 ans, quand une pensée m'a frappé de plein fouet. J'aurai 40 ans, debout à cette même place, en train de faire exactement la même chose. Cette perspective m'a terrifié, bien plus que tout ce que mon père aurait jamais pu proférer. Le lendemain matin, je suis allé à la bibliothèque municipale, j'ai créé une nouvelle adresse email rien qu'à moi, et j'ai déniché une annonce, pour un poste dans une quincaillerie à Villanueva, à 20 minutes vers l'est. J'ai tapé ma candidature avec 2 doigts tremblants, et j'ai cliqué sur le bouton envoyer, avant même de pouvoir le regretter. 2 jours plus tard, ils voulaient me faire passer un entretien. J'ai relu ce courriel 3 fois de suite. Je suis rentré chez moi, les mains agitées de tremblement, non pas de peur, mais à cause d'un sentiment que je n'avais pas éprouvé depuis des années, l'espoir. Ce soir-là, pendant le dîner, l'atmosphère semblait étrange. Mon père m'a jeté un regard furtif, chargé d'une expression que je ne saurais décrire. Ma mère, quant à elle, lavait nerveusement des assiettes, qui étaient pourtant déjà propres. Personne n'a prononcé le moindre mot. Le matin suivant, j'ai conduit jusqu'à Villanueva. Le responsable s'appelait Bernardo, et il a été très direct. Y a-t-il quelque chose dans votre passé, que nous devrions savoir, Elena? Nous avons reçu un appel hier. Quelqu'un a mentionné une accusation, pour vol aggravé. La pièce a semblé basculer autour de moi. C'est absolument faux. Je n'ai jamais été arrêté de ma vie. Bernardo avait envie de me croire, mais il avait aussi une entreprise à faire tourner, et une réputation à maintenir. Je suis vraiment désolé, mais nous ne pouvons pas donner suite. J'ai fait le trajet du retour en silence. Mon père était assis sous le porche, lisant son journal, sans même daigner lever les yeux. Comment s'est passée ta journée, ma chérie? Et ce soir-là, à table, une idée a commencé à germer dans mon esprit. Une idée minuscule, horrible, totalement impossible. Il savait. J'ai rapidement chassé cette pensée de ma tête, car c'étaient mes parents, après tout. Les parents normaux ne font pas ce genre de choses. Mais je n'allais pas pouvoir l'ignorer très longtemps. Au cours des 6 semaines suivantes, j'ai postulé à 3 autres endroits, un supermarché,
un grand entrepôt et une petite cafétéria. Tous les trois m'ont convoqué pour un entretien. Et tous les trois l'ont inexplicablement annulé, en moins de 48 heures. La propriétaire de la cafétéria, Patricia, a heureusement fait preuve d'honnêteté, en se penchant sur le comptoir et en baissant la voix. Ma grande, quelqu'un a téléphoné ici. On m'a affirmé que tu avais un lourd casier judiciaire. Je lui ai demandé si c'était une femme. Elle a hoché la tête, oui, elle a dit qu'elle était une voisine inquiète pour nous. Cette nuit-là, j'ai discrètement ouvert le tiroir du bureau, dans la salle de couture de ma mère. Il y avait là, bien caché, un petit carnet bleu. J'y ai immédiatement reconnu l'écriture de ma mère, toujours si soignée et méthodique. Dans la colonne de gauche, une liste de noms, Quincaillerie Villanuela, Supermarché Cresta del Val, Entrepôt municipal, Cafétéria Palmarès. Dans la colonne de droite, de petites coches rouges, validant chaque endroit où j'avais osé postuler, un par un. Je suis resté planté dans cette pièce sombre, tenant ce carnet entre mes mains tremblantes, et le sol s'est littéralement dérobé sous mes pieds. Ma mère tenait une liste précise. Elle me traquait. Le lendemain matin, j'ai posé le carnet en évidence, sur la table de la cuisine. Maman, explique-moi ça. Martha a fixé le petit cahier. Son café a débordé de sa tasse. Puis, les larmes de crocodile ont commencé à couler. Je l'ai fait parce que je t'aime, Elena. Le monde extérieur est tellement dangereux. J'ai 25 ans, maman. Je ne suis plus une enfant. Mon père, fidèle à lui-même, n'a pas haussé le ton. Il ne le faisait jamais. Nous te protégeons, tout simplement. Si vous n'arrêtez pas ce jeu macabre, je m'en vais. Mon père m'a alors regardé fixement. Si tu oses franchir cette porte, tu pars sans rien. Sans argent, sans papier d'identité, sans rien du tout. Je pensais sincèrement qu'il bluffait, mais ce n'était pas le cas. J'ai fait mes bagages le soir même, préparant un simple sac à dos, avec 2 tenues de rechange, et une vieille photo de ma grand-mère. Quand j'ai ouvert la porte d'entrée, ma mère se tenait dans le couloir, les bras croisés, le visage déjà sec et fermé. Si tu pars maintenant, tu es morte pour nous. Mon père se tenait juste derrière elle, bloquant le passage comme un mur de briques impénétrables, sans prononcer un seul mot. Je suis sorti sur le porche, et j'ai fébrilement ouvert l'application de ma banque. Solde, 0. Des années entières de salaire, tous les pourboires du restaurant, et même l'argent des anniversaires offerts par grand-mère Carmen. Absolument tout avait disparu. Ma mère gérait ce compte d'une main de fer, depuis mes 16 ans. J'ai réclamé mes pièces d'identité à travers la moustiquaire. Ces documents appartiennent à cette maison, a déclaré mon père, d'un ton glacial, avant de me claquer la porte au nez. J'ai descendu l'allée en silence, à 21h47, un sombre mardi d'octobre. Un simple sac à dos sur les épaules, un téléphone affichant péniblement 11% de batterie, et seulement 12 € en poche. Aucune pièce d'identité officielle, aucun plan de secours, et nulle part où me réfugier. Je me suis rendu à la station-service de la route 30, et je me suis assise sur le bord du trottoir, sous la lumière crue des néons. À 23h16, mon téléphone a vibré une dernière fois. Un message de mon père. Reviens à la maison, ravale ta fierté, demande pardon, et j'y réfléchirai. J'ai délibérément éteint mon téléphone, non pas par une bravoure soudaine, mais parce que la batterie était de toute façon sur le point de rendre l'âme. La gentille employée de la station-service m'a gribouillé l'adresse du foyer communautaire de la vallée sur une serviette en papier, sans me poser la moindre question gênante. C'était un ancien entrepôt réaménagé, situé dans la rue du Moulin, proposant 20 lits superposés, des sanitaires communs, et une modeste cuisine gérée par des bénévoles. Lucia Marcos en était la directrice, une femme de 47 ans, les cheveux courts, et au regard bienveillant. Elle m'a tendu une serviette de bain, et m'a désigné le lit numéro 14. Tu n'as pas besoin de m'expliquer pourquoi tu as atterri ici. Tu dois juste avoir la volonté profonde, de te relever. J'ai rapidement entamé les démarches fastidieuses, pour récupérer mes documents officiels. Pour obtenir un acte de naissance par courrier, il fallait compter 6 à 8 longues semaines. Pour une carte d'identité provisoire, j'ai été placé sur liste d'attente, avec pour seule consigne de revenir 3 semaines plus tard. Je faisais la plonge au foyer, en échange de portions de nourriture supplémentaires, et je continuais de postuler à des emplois, en cherchant toujours plus loin. À 40, puis 50 kilomètres. Je me persuadais naïvement
que la distance géographique finirait par régler le problème. J'avais tort. Le restaurant en Granado, situé à 35 km au sud, a froidement annulé mon entretien par email, avec en pièce jointe, un faux rapport de police extrêmement détaillé. Ce n'était plus de simples appels téléphoniques anonymes. Mon père avait officié pendant 19 ans, en tant que directeur d'usine. Il savait donc parfaitement comment mettre en page des documents complexes, pour leur donner un aspect strictement officiel. Il possédait une imprimante laser, un scanner performant, et du vieux papier à en-tête d'entreprise. Ils étaient clairement passés à la vitesse supérieure. Au bout du 7e mois de galère, j'ai enfin reçu mon acte de naissance, et ma carte d'identité provisoire. Voir la photo de mon propre visage, imprimée sur un document officiel pour la toute première fois de ma vie d'adulte, m'a fait un effet indescriptible. C'est à ce moment précis, que Lucia m'a convoqué dans son petit bureau, et a pris soin de fermer la porte. Cela n'arrivait absolument jamais. J'ai reçu un appel très inquiétant, aujourd'hui. Une femme, qui s'est présentée avec assurance comme étant une assistante sociale, m'a affirmé que tu avais un lourd passé de violence, et que tu représentais un risque majeur pour les autres résidents. L'atmosphère s'est instantanément glacée dans la pièce. C'était ma propre mère, ai-je murmuré. Lucia a hoché la tête avec tristesse. C'est ce que j'ai fini par supposer. Mais écoute-moi bien, si elle décide de déposer une plainte formelle, je ne pourrai peut-être pas conserver ta place dans ce foyer. Mes parents avaient méticuleusement saboté mes candidatures, fabriqué de toutes pièces de faux rapports de police, vidé l'intégralité de mon compte en banque, et confisqué mes papiers d'identité. Et maintenant, ils tentaient par tous les moyens, de m'arracher le seul endroit digne où je pouvais encore dormir. À cet instant précis, un déclic s'est produit au fond de moi. Ce n'était pas de la colère, car la colère est un feu bouillonnant, qui finit toujours par s'épuiser. C'était une lucidité absolue, d'une froideur implacable. Comme si l'on venait enfin de nettoyer une grande vitre, encrassée par des années de mensonges. J'en avais définitivement fini d'avoir peur. J'étais désormais prête, à agir avec une précision chirurgicale. La ville de Val-del-Roble organise un conseil municipal ouvert au public, le premier jeudi de chaque mois. Lucia m'a discrètement prévenu, ton père s'est inscrit sur la liste, pour prendre la parole ce soir. J'y suis allé, la tête haute. Je me suis assise tout au fond de la salle, au dernier rang, enveloppé dans une veste qu'on avait bien voulu me prêter. Ernesto est monté à la tribune à 19h22, portant sa belle chemise, la bleue, celle que Martha repassait habituellement pour les grandes occasions ou les enterrements. Je me tiens devant vous aujourd'hui, en tant que père de famille désespéré. Ma fille a fugué de notre maison, et a malheureusement sombré dans de très mauvaises fréquentations. Elle vit actuellement dans un foyer pour nécessiteux. Je supplie cette belle communauté de m'aider à retrouver la trace de ma petite fille chérie. Au tout premier rang, Martha gardait les mains sagement croisées sur ses genoux, les larmes coulant à flots sur son visage de mère affligée. Madame Padron, la guichetière de la poste, lui a même posé une main réconfortante sur le bras. Soudain, 40 perdieux inquisiteurs se sont tournés vers moi. L'homme qui se tenait à la tribune, était perçu comme un bon père au cœur brisé. La fille silencieuse, assise au fond de la salle, incarnait le problème à éradiquer. Personne, absolument personne, ne m'a demandé si je souhaitais m'exprimer pour donner ma version. J'ai consciencieusement noté tout ce que mon père venait de dire, mot pour mot, sur un morceau de papier. Puis, je me suis levé, et je suis sorti par la porte latérale, la tête haute. Les répercussions de cette mise en scène pitoyable, ne se sont pas fait attendre. Des petits emplois refusés d'un côté, des regards fuyants et pleins de jugement de l'autre. Une bénévole bien intentionnée du foyer, m'a prise à part. Ma chérie, tu devrais peut-être envisager de rentrer chez toi, ton pauvre père est complètement anéanti par ton attitude. J'avais envie de hurler à plein poumon. Je voulais lui jeter au visage les messages de menaces, le fameux carnet bleu, et les documents odieusement falsifiés. Mais ces 7 derniers mois en enfer, m'avaient appris une dure leçon de vie. Lorsque votre accusateur pleure à chaudes larmes en public, la foule n'écoute jamais la défense de l'accusé. C'est exactement à cette période, que Lucia m'a remis une carte de visite, laissée par quelqu'un le mois précédent. Rosa Vargas. Enquêtrice privée, dûment agréée par l'État de l'Ohio. Mon premier réflexe a évidemment été le plus logique, mon père l'avait engagée pour me traquer. Mais un détail crucial clochait dans cette théorie. Elle s'était déplacée en personne, et avait laissé son vrai nom,
de manière totalement transparente. Ce n'était absolument pas la méthode de mes parents, qui préféraient de loin agir dans l'ombre, comme des lâches. Cette femme, elle, avait frappé directement à la porte d'entrée. Ce soir-là, j'ai composé son numéro sans trembler. Rosa Vargas est arrivée le lendemain matin, à 8 heures tapantes. La cinquantaine bien passée, des cheveux gris coupés très courts, aucune parure superflue, et un discours franc, sans aucun détour. Elle portait une veste bleu marine classique, et tenait fermement une mallette en cuir marron, qui semblait bien plus vieille que moi. Elle a posé cet objet sur le lit, juste entre nous deux. Sur le cuir usé, inscrit à l'encre noire légèrement décolorée, j'ai reconnu une écriture familière, formant 6 mots lourds de sens, pour Elena, quand elle sera prête. C'était l'écriture de ma grand-mère. J'ai eu l'impression soudaine, qu'on m'arrachait tout l'air de mes poumons. Je m'appelle Rosa Vargas. Ta grand-mère Carmen m'a embauché dans le plus grand secret, il y a de cela 10 ans. Elle m'a versé une avance conséquente, pour mener une décennie de surveillance périodique et discrète, sur tes propres parents. Ses instructions étaient extrêmement claires. Te remettre ceci, le moment venu. Mais comment a-t-elle su, que c'était le bon moment, ai-je demandé, la voix brisée. Lorsque ta mère a téléphoné au foyer, en se faisant honteusement passer pour une assistante sociale, je surveillais déjà la situation de très près. Cela fait 2 bonnes années, que je trace méticuleusement la provenance de leurs appels. Je possède les registres officiels. De 37 contacts distincts, passés par ta mère. J'ai également les copies physiques et numériques, des rapports falsifiés par ton père. J'ai absolument tout en ma possession. J'ai fixé la vieille mallette, incapable de détacher mon regard. Une vieille femme, isolée au fin fond d'une ferme qu'elle venait de vendre, avait regardé 10 ans dans le futur, et anticipé exactement ce cauchemar. Elle l'avait prédit avec une justesse effrayante, a soufflé Rosa, à voix basse. À l'année près. J'ai tendu une main hésitante vers le fermoir. À l'intérieur, posée délicatement sur le dessus de la pile, reposait une enveloppe scellée de couleur crème. Mon prénom y était calligraphié avec soin, dans l'écriture attachée et élégante de grand-mère Carmen. Ma douce Elena. Si tu lis ceci, c'est que la situation a gravement dégénéré. Je suis profondément désolé. Je n'ai malheureusement pas pu arrêter les agissements de ton père de mon vivant, bien que j'ai sincèrement essayé. J'ai passé 30 longues années de ma vie marié à un homme qui lui ressemblait trait pour trait. Je sais parfaitement comment les murs se referment sur toi, et comment ils finissent par te convaincre, que vivre enfermé dans une cage est tout à fait normal. Mais j'ai consacré mes dernières années sur cette terre à m'assurer que tu ne resterais pas prisonnière pour toujours. Dans cette mallette, se trouve ta porte de sortie. Utilise-la avec une grande sagesse. Ne t'en sers surtout pas pour te venger, la haine ne mène à rien. Sers-t'en uniquement pour être libre. Je t'aime. Bien plus qu'il ne m'a jamais laissé te le montrer ouvertement. Ta grand-mère, Carmen. J'ai reposé la lettre avec une douceur infinie. Mes mains étaient d'une stabilité surprenante, mais mes yeux, eux, étaient embués de larmes chaudes. Rosa a alors ouvert un second compartiment, et en a extrait un dossier d'une épaisseur impressionnante. 5 années entières, de documentation accablante. Les enregistrements audio très nets, des appels malveillants de Martha. 37 au total. Elle s'y identifiait tour à tour comme une voisine très inquiète, une amie intime de la famille, et dans 2 cas précis et graves, comme une véritable assistante sociale. Il y avait aussi des copies imprimées de mai, envoyées depuis une adresse supposément anonyme, mais formellement et légalement reliée à l'adresse IP de la maison des Serrano. Ces courriels contenaient en pièces jointes les fameux faux rapports de police, solidement étayés par des captures d'écran, des métadonnées irréfutables, ainsi que des photographies claires du petit carnet bleu. Tout ceci est parfaitement recevable devant un tribunal, m'a assuré Rosa, d'un ton professionnel. L'intégralité du dossier. L'État de l'Ohio autorise légalement l'enregistrement, avec le consentement d'une seule des parties impliquées. Et en tant qu'enquêtrice privée certifiée, mon travail fait foi. Tout au fond de la mallette, reposait une grande enveloppe jaune scellée, portant l'entête officielle du cabinet d'avocats de Felipe Duran, situé à Villanueva, dans l'Ohio. Ta grand-mère a discrètement vendu sa belle ferme, pour un peu moins de 300 000 €, et a intelligemment placé cet argent dans un fonds fiduciaire sécurisé, a expliqué Rosa. J'ai regardé le montant final, indiqué sur la page de synthèse des intérêts. 340 000 €.
Tu en es l'unique et absolu bénéficiaire. Ton père ignore absolument tout de cette manœuvre financière. Mais pourquoi ne m'a-t-elle pas donné cet argent plus tôt, quand j'étais encore à la maison, ai-je demandé, perplexe. Elle a laissé une petite note à ce sujet précis. Si je le lui donne maintenant, Ernesto trouvera forcément le moyen de le lui prendre, par la force ou la manipulation. Elle doit d'abord s'enfuir, et en avoir réellement besoin. Le bureau de Maître Douran se trouvait ironiquement juste au-dessus d'une grande quincaillerie, à Villanueva. Il s'est levé avec respect, à mon entrée. Votre grand-mère me parlait constamment de vous, mademoiselle Serrano. Il a soigneusement vérifié ma toute nouvelle carte d'identité, ainsi que mon acte de naissance fraîchement reçu. Le fonds fiduciaire est désormais totalement actif. Vous avez un accès complet et immédiat au fonds. J'ai signé les nombreux papiers nécessaires, sans que ma main ne tremble une seule fraction de seconde. Votre défunte grand-mère a également laissé d'autres instructions spécifiques. Elle pensait à juste titre, que vous auriez peut-être besoin d'un redoutable avocat, avant même d'avoir besoin de cet argent. Il m'a alors tendu une élégante carte de visite. Alicia Bravo. Spécialiste reconnue en contentieux civil, diffamation, et harcèlement moral. Je me suis permis de l'appeler pour vous, dès ce matin. À 15h30 précise, Alicia avait fini d'éplucher le dossier complet, apporté par Rosa. Voici ses mots exacts, c'est de la diffamation pure, simple, et caractérisée. Prétendre faussement qu'une personne possède un casier judiciaire, est passible de très lourdes poursuites dans l'État de l'Ohio, sans même avoir besoin de prouver les dommages causés. Mais des dommages réels. Nous en avons à revendre. 3 années entières de préjudices financiers et moraux. Elle a déposé la plainte officielle au tribunal, la semaine même. Ernesto a reçu la notification judiciaire en main propre, un lundi matin, à 8h15, alors qu'il consultait tranquillement son courrier en peignoir. Madame Padron, l'employée de la poste, a assisté à toute la scène avec des yeux ronds. Martha, quant à elle, a été publiquement notifiée 1 heure plus tard, en plein milieu du rayon frais du supermarché local. À midi pile, la moitié de Val del Roble était au courant du scandale. À l'heure du dîner, l'autre moitié l'était également. Ernesto a essayé de m'appeler 14 fois d'affilée, cet après-midi-là. Je n'ai évidemment pas répondu. À 18h47, j'ai reçu un court message écrit « Tu vas amèrement le regretter, petite insolente. Je suis ton père. » Alicia l'a immédiatement et froidement archivé. Pièce à conviction numéro 47. Il faut savoir que dans l'Ohio, les dossiers judiciaires sont du domaine public, et les habitants des petites villes s'en délectent avec autant d'assiduité, que s'ils lisaient le bulletin paroissial. Le résumé glaçant de la plainte était écrit noir sur blanc pour que tout le monde le voie. Falsification avérée de rapports de police. Usurpation grave de l'identité d'une assistante sociale assermentée. 37 appels malveillants visant à détruire une carrière, étalés sur 3 longues années. Diego, le gérant du restaurant en Granado, a contacté de lui-même le cabinet d'Alicia, pour fournir volontairement l'email frauduleux, qu'il avait heureusement conservé dans sa boîte de réception. Bernardo, le gentil patron de la quincaillerie, s'est également manifesté de son plein gré pour témoigner. Je n'ai même pas eu besoin d'intervenir, ni de me justifier. Je n'ai appelé personne à l'aide. Les preuves accablantes existaient, et parlaient d'elles-mêmes. Fidèle à son orgueil démesuré, Ernesto s'est inscrit au conseil municipal suivant, intimement persuadé que sa petite mise en scène dramatique à la tribune fonctionnerait une seconde fois. Cette fois-ci, la salle de la mairie était comble à craquer. Je me suis assise au 3e rang, le dos droit, avec Alicia à mes côtés. Il est monté à la barre, avec son assurance habituelle. La grande majorité d'entre vous me connaît bien. J'ai vécu ici toute ma vie, en citoyen modèle. Et voilà qu'aujourd'hui, ma propre fille, manipulée par je ne sais qui, tente de détruire la réputation de cette famille. Je vous demande de rester à mes côtés dans cette épreuve. Il a plongé son regard dur dans le mien, espérant m'intimider. Je l'ai soutenu, sans scier un seul instant. C'est à ce moment précis, qu'Alicia s'est levée de sa chaise. Je m'appelle Alicia Bravo, avocate dûment certifiée par l'État de l'Ohio. La plainte déposée contre cet homme et son épouse, ainsi que l'ensemble de ses preuves irréfutables, font désormais partie des registres publics du tribunal. J'encourage vivement toute personne curieuse de connaître la stricte vérité, à les consulter directement et librement, plutôt que de se fier aveuglément à la version larmoyante d'un seul homme.
Elle s'est rassise calmement, sans aucun drame théâtral, ni haussement de voix inutile. La salle entière est restée plongée dans un silence glacial et pesant, pendant 8 longues secondes. Je les ai comptés dans ma tête. Ernesto est resté figé à la tribune un court instant, comme pétrifié, puis est parti s'asseoir misérablement, sans m'accorder un seul regard de plus. Le tribunal m'a officiellement accordé l'ordonnance d'éloignement civil, 11 jours plus tard. Ernesto l'a stupidement violé dès la première semaine, en empruntant le téléphone de son voisin pour tenter de m'appeler. Alicia a immédiatement documenté cette nouvelle infraction. Lorsqu'il n'a même pas eu le courage de se présenter à l'audience finale, le juge a rendu un verdict implacable par contumace, le condamnant à me verser la somme de 85 000 €, au titre des 3 années de perte de revenus injustifiés. Ernesto, se croyant toujours au-dessus des lois, a refusé de payer. Alicia a donc fait inscrire, sans trembler, une hypothèque légale et contraignante, directement sur la maison familiale des Serrano. J'étais assise dans le confortable bureau de Maître Duran, lorsque la décision finale du juge est tombée. « Comment vous sentez-vous face à cette victoire » m'a-t-il demandé gentiment. Incroyablement fatigué, ai-je répondu. Et je le pensais très sincèrement. Cette même semaine, à ma grande surprise, Maître Duran m'a offert un emploi stable. J'ai grandement besoin d'une assistante administrative de confiance. Vous êtes, et de loin, la personne la plus résiliente et organisée que j'ai rencontrée, en 40 ans de carrière juridique. Je vous propose 16,50 $ pour commencer, avec un joli bureau situé près de la fenêtre. Grâce à l'argent providentiel du fonds fiduciaire, j'ai loué un petit appartement lumineux d'une chambre à Villanuela, équipé d'une kitchenette fonctionnelle, et surtout, doté d'une porte dont je possédais enfin ma propre clé. J'ai ouvert un véritable compte bancaire, portant uniquement mon nom. Et pour la toute première fois de ma vie d'adulte, j'ai acheté ma propre nourriture au supermarché, sans avoir à demander la permission à quiconque. L'appartement était si calme le soir. Personne ne me demandait d'un ton inquisiteur où j'allais, personne ne harcelait mes futurs employeurs au téléphone. Ce silence profond et paisible, était de loin la chose la plus assourdissante que j'ai jamais entendue, de toute ma vie. La grande maison des Serrano a malheureusement dû être vendue aux enchères, pour pouvoir régler la lourde hypothèque judiciaire. Ernesto et Marta, déchus de leur statut, ont dû déménager dans un modeste parc de caravanes, situé à l'extérieur de Gallio. Ernesto n'a jamais admis le moindre tort dans cette affaire, pas une seule fois. Mais Marta, contre toute attente, a fait quelque chose de totalement inattendu. Elle a commencé à consulter une thérapeute, de son propre chef. Je l'ai appris plus tard, lors de sa 3e séance, elle lui a confié en pleurant « Je crois que j'ai fait quelque chose de véritablement terrible à mon propre sang, et je ne sais pas comment vivre avec ça au quotidien. Pour ma part, je ne suis pas prête à lui pardonner ce calvaire. Je ne le serai peut-être jamais. Mais je suis désormais capable de faire la part des choses, il y a la femme toxique et manipulatrice, qui a appelé 37 de mes employeurs pour me détruire, et il y a cette femme vieillissante et fragile, qui a fini par avouer la vérité à voix haute dans un cabinet. Les êtres humains sont infiniment complexes, même ceux qui vous blessent le plus profondément. Cependant, cela ne signifie absolument pas que vous leur devez un accès libre et illimité à votre vie. 3 mois après le jugement final, une lettre très familière est arrivée au foyer. Lucia, toujours aussi prévenante, me l'a fait suivre à ma nouvelle adresse. Je l'ai ouverte calmement, assise à ma propre table de cuisine. Ma table, à moi. Ma chère Elena bien-aimée. Je suis ta mère, et je le serai toujours, quoi qu'il arrive. Ton père te fait dire qu'il est sincèrement désolé pour tout ça. Viens déjeuner à la maison pour la grande fête de la famille, dimanche prochain. Nous pouvons très bien tirer un trait sur tout ça. Et recommencer à zéro. Ton père te fait dire qu'il est désolé. Non, il n'est absolument pas désolé. Elle l'annonce avec le même détachement banal qu'un vulgaire bulletin météo à la télévision. Nous pouvons tirer un trait sur tout ça, comme s'il s'agissait d'une simple dispute passagère, pour régler le thermostat du salon. Je suis resté planté devant cette lettre irréelle, pendant 1 heure entière. J'ai pris le temps de nourrir mon chat, une petite boule de poil tigré que j'avais adoptée au refuge de Villanuela, et que j'avais tout naturellement appelée Carmen, en vibrant hommage à ma grand-mère. Ensuite, j'ai rédigé ma réponse finale, claire et concise, que j'ai fait parvenir de manière officielle, par l'intermédiaire de mon avocate, Alicia. Maman. Je te souhaite sincèrement le meilleur pour la suite de ta vie. Mais l'amour parental
ne consiste pas à saboter méthodiquement la capacité de sa propre fille à survivre dans ce monde difficile. Tu as harcelé mes employeurs potentiels. Tu t'es fait passer illégalement pour une assistante sociale, et tu as cruellement essayé de me faire expulser, du seul endroit où je pouvais encore dormir en sécurité. Je t'en prie, par pitié pour nous deux. Respecte strictement l'ordonnance du tribunal. Ne cherche plus jamais à me contacter. Elena. J'ai scellé fermement l'enveloppe. J'ai pris ma voiture pour me rendre au grand bureau de poste de Villanuela, et surtout pas à celui de Val del Roble. Puis, je suis tranquillement rentré chez moi. Dans ma propre maison, mon sanctuaire. Je me suis préparé un bon dîner chaud, un grand plat de pâtes parfumées, du pain à l'ail croustillant, et un simple verre d'eau fraîche. Carmen s'est confortablement installée sur le bord du comptoir, et m'a regardé manger avec curiosité. Ce fut, et de très loin, le meilleur repas de toute mon existence. Je ne vous raconte pas toute cette longue histoire douloureuse, pour que vous détestiez mes parents. Je vous la raconte à cœur ouvert, parce qu'en ce moment même, quelque part dans le monde, quelqu'un est allongé dans un lit qui ne lui appartient pas. Quelqu'un fixe un plafond étranger qu'il n'a pas le droit de repeindre à son goût, en se demandant avec angoisse, si le simple fait de vouloir vivre sa propre vie, fait de lui un mauvais fils, une mauvaise fille, un ingrat, ou une personne profondément égoïste. Ce n'est absolument pas le cas, croyez-moi. Vouloir travailler dignement, n'est en aucun cas une trahison familiale. Aspirer à sa propre indépendance financière et morale, n'est pas un manque de respect envers ses aînés. Et surtout, s'éloigner définitivement des personnes toxiques qui détruisent activement votre vie, ce n'est pas faire preuve de cruauté gratuite. C'est un pur et simple instinct de survie. Ma grand-mère n'a malheureusement pas réussi à se sauver elle-même des griffes de son bourreau. Elle a passé 30 longues années de sa vie, mariée à un homme tyrannique, qui contrôlait les moindres aspects de son existence. Où elle allait, avec qui elle avait le droit de discuter, et même ce qu'elle était autorisée à désirer secrètement. Lorsqu'elle s'est enfin libérée de ses chaînes, elle avait 70 ans passés, et ne possédait plus rien d'autre au monde, qu'une immense ferme vendue, et un plan méticuleux. Mais grâce à ce plan, elle m'a sauvé de cet enfer. Elle a tout planifié dans l'ombre, 10 ans à l'avance. Elle a engagé une brillante enquêtrice privée, elle a secrètement créé un solide fonds fiduciaire, et elle a écrit une lettre poignante, qu'elle a précieusement scellée dans une vieille mallette, en espérant secrètement que je n'aurais jamais besoin de l'ouvrir un jour. C'est exactement à cela que ressemble l'amour véritable et inconditionnel. Pas à une volonté maladive de contrôle, sournoisement déguisée en inquiétude parentale. Ni à du sabotage destructeur, pathétiquement maquillé en instinct de protection. Le véritable amour, c'est planifier dans l'ombre la liberté absolue de l'autre, même si cela doit finir par tout vous coûter. J'ai aujourd'hui 28 ans. Je travaille avec passion comme assistante administrative, dans un prestigieux cabinet d'avocats à Villanuela. Je mets rigoureusement de l'argent de côté chaque mois, pour pouvoir enfin m'inscrire à l'université. J'ai un charmant appartement d'une chambre, une voiture Honda d'occasion qui roule parfaitement, et une adorable chatte nommée Carmen, qui recouvre de ses petits poils absolument tout ce que je possède. Et non, je ne parle plus du tout à mes parents. Je n'ai pas fermé la porte pour toujours, mais cette fois-ci, l'unique clé m'appartient totalement. Ce ne sont plus eux qui décident arbitrairement, de quand cette fameuse porte s'ouvrira. Grand-mère Carmen avait écrit avec une grande sagesse dans sa dernière lettre, « La liberté n'est jamais gratuite en ce bas monde, mais crois-moi, tu vaux chaque centime dépensé pour l'obtenir. » Elle avait parfaitement raison. M.